Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montjoly. Et cette semaine, en résidence de création, on reçoit pas un, mais bien deux artistes de la parole et du conte, Élise Argouache et Michel Faubert, qui travaillent sur un projet qui s'appelle Ailleurs que nous, qui est une rencontre entre la Bretagne et le Québec, autant en chant, en poésie et en conte. Alors, bonjour à vous deux. Allô. Allô. D'abord, on vous connaît tous les deux dans de nombreux projets. On vous a vu souvent au Château Landry. Et ma première question, en fait, c'est de vous demander comment vous vous êtes rencontrés pour faire ce premier projet ensemble. On va défiler ça. C'est une petite histoire. Oui. Je commencerai comme ça. Rien. Nous ne voyons rien en avant de nous. La nuit est tombée depuis longtemps sur cette soirée de décembre. Ici, il fait nuit avant le goûter. Nous avançons sous l'envahissement des flocons de neige. C'est ma première tempête de silence. Embourbement subtil. Nous roulons vaillamment vers le château de Montjoly avec ma sœur de passage et une de mes amies québécoises. Ce soir, je ne suis pas encore conteuse. Alors c'est Marie, ma fabuleuse, ma sœur, qui raconte la légendaire histoire de nos arrière-grands-parents Lebras. Ils sont décédés le même jour, en février 49, dit-elle. Le vieux Yves avait les poumons troués depuis la Première Guerre. Il vivait malade depuis longtemps, mais c'est uniquement lorsque le cœur de sa bien-aimée Marie-Louise a cessé de battre qu'il a arrêté de respirer. 2 d'un seul coup pour l'en-coup. Partir ensemble, en pays de brume. Nous trouvons que c'est une belle légende. Mais mon amie québécoise s'exclame que c'est quand même un peu triste, cette dépendance affective. L'autonomie, la liberté est tellement importante ici en terre américaine. Puis c'est un peu pour ça que je suis venue ici. Mais je ne sais pas quoi penser. Ma sœur et moi réagissons par ce vieux silence léonard. Gêne et peur de déranger sont nos coutumes. Nous ne haussons jamais le ton pour débattre, mais dans nos attachements de granit, nous continuons de trouver l'histoire belle. Nous savons être fiers de nous-mêmes comme ça, sans rien dire. L'écart entre la vision de mon ami et la voix de ma sœur a ouvert la fissure qui grandit sous mon sternum d'exilé. Dépendance affective. Ces mots n'existent pas en Penarbed. Nous ne sommes pas dépendants, nous sommes clans. Mais moi, qui je suis maintenant? Assise entre les deux dans la voiture, j'ai du mal à trouver ma place. Je respire difficilement, comme mon ancêtre. Plus tard, dans la salle de spectacle, sous les lumières tamisées, je m'installe enfin dans le refuge poétique du claque. Ça me réchauffe du froid et des doutes. Jusqu'à ce que les mots d'une de mes amies poètes vietnamo-françaises se mettent à évoquer l'étrangeté de la langue de ses grands-parents dans sa cuisine lyonnaise et leur vie post-coloniale en terre impériale, française. Et les questions se mettent à repartir dans ma tête, ici, là-bas, ou s'enraciner dans la marche de nos vies migrantes. Depuis la dépossession de nos ancêtres, comment prendre pays quelque part? Ces questions, je ne les pense pas encore vraiment clairement. Elles sont un amas grouillant dans mes viscères. Je suis en train de rester sur une terre autre que la mienne. Je suis en train de rester, et donc de partir pour vrai. Soudain, une autre voix résonne et me redresse. Profonde, caverneuse, tendre, dans la musique de cette parole, je me laisse voyager. C'est Michel qui s'est mis à compter. Je souris. Je ne me sens plus trahir personne. Me voilà assise, tranquille dans le plus ancien de mes pays, l'imaginaire. Et cette voix bien d'ici roule les airs et entonne un poème. Les vivants ne m'écoutent pas et je ne les entends plus. Seulement les morts sous la terre murmurent ce que j'aimais. Saisi à vif, je repars en tempête à l'intérieur en entendant ces mots. N'est-ce pas sous mes pieds que murmurent ces morts? J'ai l'impression qu'il invoque les ancêtres dont nous parlions plus tôt. Sa parole continue et mon émotion augmente. J'incante des villages qui ne renaîtront plus. Les ans recouvrent les sortilèges et les âges. J'entends gémir les âmes dans les chemins perdus. Ô terre, ma terre mienne,
Nul esprit n'anime tes racines. Je vois régner dans les collines et jusqu'aux cimes le grand harfang blanc des nocturnes abîmes. Je l'écoute et mes yeux s'embrument. Quelle est ma terre mienne maintenant? Je serre la main de ma sœur alors que ce vent du Québec qui s'appelle à l'existence fouille sous ses racines, m'emporte en eau saline comme le ferait le Saint-Laurent ou la Manche. Je respire difficilement, hors frontières, et la voix continue son pèlerinage. Ô feu, mes feux miens, feux éteints dans les manoirs livides, et les cendres sur les pierres humides font d'avides et de noires blessures. Va, marche sur les terres anciennes. Tu ne trouveras plus rien de ce que tu devais célébrer, ni le saule des bardes, ni le houx des dieux. C'est le triomphe des orties au royaume des oubliés. Je pleure doucement. D'où viennent ces vers qui me mettent en larmes? Moi, je suis fille de la terre et de la bourge, je n'entends ni Baudelaire ni Verlaine. Dans mon pays de pluie et d'océan colérique, nous avons la pudeur des eaux salées sur le visage. Il n'y a qu'en présence des morts, dans les veillées funèbres, que sortent les eaux. Depuis l'engloutissement de la ville d'Is, nous craignons la noyade. Alors pourquoi je pleure? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et l'oraison se termine. Il ne reste plus rien de tout ce que j'aimais. Les vivants ne m'écoutent pas et je ne les entends plus. À mon tour, je n'entends plus rien. Le barde québécois nous annonce l'origine du poème. La plainte de Yann Vary-Perrotte de Xavier Graal. L'air s'échappe tout à fait de mes poumons. Un poète de l'Andivisio en Bretagne. Et j'éclate en eau vive, littéralement. Dahu a tourné la clé alors que Michel nomme la ville de mon adolescence. Ces mots qui me secouent, ils viennent de chez nous. Ce sont bien mes propres morts qui murmuraient. Et c'est moi qui ne les entendais plus. Je suis née la langue coupée et je découvre que j'ignore le son de nos poètes. Ce son ouvre la porte de ma gorge, déclenche mes pluies. Je l'entends maintenant, ici. Dans cet ailleurs, je nous réapprends. Et voici le premier pas d'une nouvelle légende. Je marcherai d'année après année pour pouvoir me dire complètement. Est-ce que ça répond à la question? Ça répond à beaucoup de questions. Merci beaucoup. Wow! Quelle rencontre quand même. C'est une rencontre bouleversante, très particulière. Oui. Bouleversante, qui a changé aussi, je dirais, ta voix, parce que tu n'étais pas conteuse à l'époque. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Maintenant, tu es artiste de la parole, tu fais du conte. Il y a un chemin qui s'est tracé. Et vous avez mentionné Xavier Graal. Vous travaillez beaucoup. Dans le fond, c'est vraiment votre lampe, je ne sais pas comment l'appeler, votre feu. Oui, ce poète breton. Et donc, voilà, il est au cœur de votre projet. Maintenant, je sais que Michel, toi, Xavier, c'est une figure que ça fait longtemps que tu connais, que tu as lu beaucoup dessus. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Bien, la Bretagne profonde et moderne aussi, ancienne et contemporaine de son époque, qui est mort en 1980, je crois. Alors, il représente tout ce que la Bretagne a été pour moi, parce que depuis que je suis adolescent, je suis fasciné par ce pays-là, par les poètes de ce pays, puis par la musique de ce pays, par la langue de ce pays, le breton, qui n'a rien à voir avec le français, en quelque sorte, d'une certaine manière. Alors, c'est drôle que dans mon petit Choisy natal, j'ai été frappé par ça, mais c'est la musique d'Alan Stivell quand j'étais adolescent. Et ça m'a accompagné. Alors, je me suis nourri de tout ce qui pouvait venir de Bretagne au niveau chanson, au niveau musique, au niveau littérature. Ça a pris du temps avant que je puisse enfin y aller. Et puis, pour moi, ça a été comme un chemin qui s'est ouvert, qui m'a toujours accompagné. Alors, Xavier Graal en fait partie. Wow. Comme s'il y a quelque chose qui se préparait depuis bien longtemps. Le chemin qui s'est tracé, c'est super. Et toi, Élise, en fait, ce que je comprends, c'est que tu ne connaissais pas ces mots-là. Ouais. Et maintenant que tu les connais, qu'est-ce que c'est venu nourrir, toi, dans ton imaginaire, mais aussi dans ta quête de la Bretonne qui a immigré au Québec?
Ouais, ben moi, définitivement, c'est ça notre histoire ailleurs comme nous. Là. C'est comme si, d'une certaine manière, je rentrais à la maison. Dès la soirée, en fait, qu'on a eue, que Michel avait ici, puis que j'ai eue comme spectatrice, moi, j'ai eu l'impression que quand j'ai immigré ici, là, j'avais comme un sentiment de trahison avec la Bretagne, parce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment le territoire sur lequel j'ai grandi. Mais quand j'ai vu l'émotion qui est sortie de ce poème-là, puis Xavier Graal, en fait, je le connaissais de nom, il y a des rues Xavier Graal, il y avait une statue Xavier Graal à côté de ma bibliothèque, tu sais, il y avait une scène Xavier Graal dans le festival de musique que j'adorais, tu sais. Mais je ne connaissais pas ces mots, puis je ne savais pas surtout qu'il y avait des mots d'une poésie qui pouvaient venir me toucher à ce point-là. Puis quand j'ai fait le pont entre les deux, pour moi, c'était ça, c'était comme rentrer à la maison depuis l'ailleurs dans lequel je suis ici. Puis depuis l'ailleurs aussi de la vision de Michel, tu sais, on a été faire une résidence déjà en Bretagne ensemble, puis c'est extrêmement touchant. Puis moi, ça me rapatrie de voir le regard de Michel sur ma culture, puis du coup de me voir et m'apercevoir un peu plus depuis l'extérieur. Comme le fait d'avoir émigré puis d'être loin, je le vis aussi. Donc récupérer ça, c'est extrêmement précieux. Puis les mots de Xavier Graal, finalement, à mesure qu'on avance dedans, bien, moi, je me rends compte que le territoire, la sensorialité du territoire qu'il raconte, qu'il a dans ses textes, c'est vraiment le territoire de mon enfance, puis que moi, je l'ai aussi dans le corps. Et puis après, il y a des idées, il y a des questions du peuple qui disparaît, des questions de faire revivre la Bretagne qui sont de son époque aussi, mais que j'avais rarement lu de cette manière-là. Là. Mm-hmm. Donc, vous êtes vraiment dans des territoires. Là. Vous êtes allés justement en Bretagne tous les deux travailler là-dessus, explorer. C'est vraiment super. Et ma question, c'est justement la question de l'ailleurs et de l'imaginaire. Vous êtes où, en fait? C'est une drôle de question, mais vous êtes partout en même temps. Comment comment vous travaillez cette matière-là? Parce que c'est vraiment intéressant, tout ça. C'est une belle question parce que ça recouvre vraiment là où on s'est retrouvés, parce qu'entre les pays réels et imaginaires, alors il y a comme trois pôles. On est trois dans le projet, au fond. Il y a Élise, il y a moi et il y a Xavier Graal. Et Xavier Graal est un Finistérien. Bon, le Finistère est un pays dans le pays, en Bretagne, et c'est une Bretagne vraiment enracinée. Alors, il est né, comme Élise Landivisio, dans ce coin-là. Et puis, il a été journaliste. Et il a été journaliste à Paris. Et puis, alors, il était loin de sa Bretagne originelle. Alors, il a rêvé sa Bretagne longtemps. Il l'a porté en lui, et puis à un moment donné, avec le renouveau politique et culturel des années 70, il est revenu dans sa Bretagne, mais il l'avait à moitié imaginé. Et puis, nous, ça nous parle beaucoup. Alors, il existe pour moi une Bretagne imaginaire, parce que je ne suis pas breton. Alors, j'ai imaginé une Bretagne que je confronte avec la Bretagne réelle que Élise a connue, puis qu'elle a grandi dedans. Mais Élise a aussi une Bretagne imaginaire, puis elle a un Québec imaginaire, et j'ai un Québec imaginaire. Alors, on brasse les notions de pays réel et de pays imaginaire, puis je trouve ça, c'est un beau terrain de jeu. Pour le moment, on commence à arriver au Québec, mais on n'y est pas encore rentré complètement. Tu sais, on y arrive, mais on est vraiment très... Xavier nous tire en Bretagne. On est en Bretagne beaucoup. Ça nous amène beaucoup, puis en même temps, c'est vraiment notre ailleurs pour nous. Puis tu sais, moi, dans l'histoire de l'imaginaire de l'ailleurs, tu sais, mes grands-parents parlaient le breton, puis mes arrière-grands-parents aussi, puis toutes les générations avant, puis moi, je le parle pas du tout. Fait que il y a vraiment comme, c'est ça que je disais quand je suis arrivée ici, j'ai pris conscience avec la question du combat pour le français au Québec, mais surtout avec la question des langues que portent les personnes des Premières Nations, de la question de l'imaginaire qui va avec la langue qu'on perd finalement, puis de toute cette magie-là, puis ce lien-là. Je ne sais pas si à la fin de ce spectacle, de ce travail, je parlerai plus breton, mais Michel le parle dans le spectacle. Bref, on tisse des ponts comme ça avec ces lieux de rupture. Puis on joue à dire, tu rêvais d'être breton, puis moi, je suis devenue québécoise. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ouais, c'est ça. Ici, là, on est quand même, on veut rentrer dans le territoire du Québec, puis son imaginaire. Mais on voit que ça... C'est en travail, ça travaille bien. Ouais. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui, dans votre travail de binôme, qu'est-ce qui vous nourrit le plus? Qu'est-ce que vous apprenez de un et l'autre aussi dans tout ça? Parce que vous passez beaucoup de temps ensemble. Bien, de Élise, moi, j'apprends beaucoup la poésie. J'ai toujours adoré la poésie, mais j'ai
écrit très parcimonieusement ce que je pourrais appeler des poèmes, qui sont plus des poétiques de prose, là, parce que je viens du conte. Et puis, alors que Élise, pour moi, elle a un langage vraiment poétique plus affirmé. Alors, j'apprends beaucoup dans cet univers-là, puis j'adore ça, là. Alors, il y a cette dimension-là, notamment. Moi, j'écris beaucoup en écho, fait que là, on lit un poète, fait que j'écris beaucoup de poésie. Mais moi, avec Michel, il y a plein de choses de l'oralité. Mais ce qui est fascinant, c'est ça, tu parles de la poésie, puis moi, je rentre dans le chant avec Michel, tu sais. Il m'a comme accompagnée, j'ai écrit comme une chanson en l'écoutant chanter. À un moment donné, j'ai une chanson qui est montée quand on était en Bretagne. Puis je l'ai écrite, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé, oser lui chanter, tu sais, à Michel, puis le chanter après sur scène. Mais il m'a fou accompagné à ce que ça soit possible. Puis c'est comme, je le vis aussi, c'est pas la question de la langue, mais pour le coup, d'avoir une opportunité d'offrir un nouvel essor à ma voix ou à la voix, là, c'est comme très précieux. Puis définitivement un niveau de confiance entre nous, là, qui moi, m'apprend énormément là, dans la collaboration, là, oser aussi ouvrir nos territoires, puis faire confiance à ce que l'autre voit et perçoit de ce territoire-là. Là. Puis on travaille différemment et ma question. Comment on se complète. Et puis moi, je suis fasciné de la voir faire. Puis elle doit me regarder. Puis c'est une autre façon, moi, comme par exemple, Élise, elle va écrire. Ça sort. Moi, je vais tourner 3 phrases pendant 3 jours. Avant que les 3 phrases soient à mon goût, puis de passer aux suivantes. Alors moi, je la regarde, je me dis, mais comment qu'elle fait? Alors, c'est comme dans un tango à 2, puis qui fonctionne bien, et puis on se respecte tous les deux là, dans nos rythmes, puis c'est très, moi, je trouve ça bien stimulant. Michel, il joue avec les étiquettes de nos textes, puis on rajoute, alors que moi, je trouve qu'on en a déjà beaucoup trop. Puis là, il refait, Michel, de découper les... OK, on va aller chercher d'autres nouvelles choses. Moi, c'est comme c'était fini, là, c'était bon, on avait tout écrit. Non, on rebouge les choses. Puis c'est vraiment riche, parce que... La tour en haut est pleine de fiches collées sur les murs. On avait comme une conduite au début de la semaine, puis là, elle est devenue comme un espèce de chaos fantastique. Oui. On retravaille le travail. Oui, on retravaille le travail, puis... ton savoir-faire en mise en scène là-dessus est vraiment riche. Là. On approfondit, on va plus loin. Ouais. Puis il y a une porte qui s'ouvre, qui nous unit tous les deux. Puis je pense que c'est le monde celte, ça. Les Bretons sont celtes. Et le côté de l'imaginaire, le côté du merveilleux, le côté du fantastique. Moi, j'ai toujours eu, dans ma Bretagne imaginaire, l'impression que la Bretagne est un pays où le ciel et la terre se touchent. Pour vrai. Pas poétiquement, vraiment. Et puis, il y a quelque chose, les surréalistes ont trippé, Breton, ils s'appellent André Breton en plus, et, ils ont trippé sur la Bretagne, sur les motifs que les femmes faisaient sur les coiffes avec la dentelle, et qui rappelaient des motifs très anciens qu'on retrouve sur des très anciens menhirs qui datent de milliers d'années. Alors, il y a tout un côté magique et, je dirais, céleste dans la culture bretonne et celte, qui est moins présent au Québec, où on est plus terre à terre. Et moi, ça m'a toujours rappelé. Ça a toujours nourri mon petit imaginaire de petit garçon entre ces 4 murs, de ce cosmos-là qui s'ouvre, et à travers la culture bretonne. Peut-être que j'exagère, peut-être que j'imagine des choses, mais pour moi, ça m'a nourri. Et puis, j'ai l'impression qu'on aime piger là-dedans, dans le projet Ailleurs que nous. Le titre le dit aussi, Ailleurs que nous. On est plus que la somme de nous deux. Il y a quelque chose dans ce qui nous porte, qui nous amène dans l'espace, là. Oui, on joue un peu avec le visible, l'invisible aussi, puis les traversées des mondes avec les personnages de mythologie. Ben là, pour le moment, c'est l'Ankou, la mort, là, qui arrivait beaucoup avec nous. Avec l'idée aussi, parce que quand tu parles, c'est ça, du côté celte, finalement, les contes qu'on a trouvés ou les contes plus récents en Bretagne, ils ressemblent aux contes québécois. Il y a quelque chose de très ancré dans le monde paysan, d'où je viens aussi. Puis la mort, là, elle est partout dans les contes et légendes bretonnes. Elle est vraiment extrêmement présente, ça s'appelle Ankou. Puis on a décidé que ça allait être notre passeuse, en fait. Qu'il y avait quelque chose de notre imaginaire qui allait mourir, puis pour éventuellement renaître à quelque chose de neuf. Est-ce que c'est des contes que vous retravaillez ou des contes aussi que vous inventez? Vous écrivez beaucoup, donc j'imagine qu'il va y avoir des choses de votre cru, mais est-ce qu'il y a des choses que vous reprenez aussi?
Mais c'est surtout qu'on a pour le moment très peu, étonnamment, alors qu'on est tous les deux. Alors notre point commun, c'est le milieu du conte. Puis on est le conte que Michel avait, il l'a enlevé. Fait que là, on a déglissé du conte. Moi, je viens d'en finir un, mais c'est des contes qu'on reprend de contes traditionnels pour le moment bretons. Puis on va aller chercher un peu québécois là. Je pense que les contes, soit qu'on va en faire, soit que, bon, on est encore en création, soit que le conte est en catimini, puis sur fond de conte, on drape de la poésie. Ouais. Par rapport au personnage de la mort, parce que, bon, en Bretagne, la mort est non seulement un thème, c'est un personnage. C'est vraiment la mort avec la faux, là. Alors, c'est le personnage de la mort qui vous rend visite avec sa charrette. On entend les roues qui grincent. Alors, ce qui est intéressant avec Xavier Graal, c'est que c'est un homme qui a été malade toute sa vie, il a été malade de ses poumons, il était maigre. On l'associait souvent au personnage de l'Ankou, avec ses cheveux longs, sa figure décharnée, presque squelettique. Il est mort trop jeune. Alors, il y a quelque chose en lui qui incarne ce personnage-là, et puis en même temps, la vie et la mort de sa culture. Et il y a une métaphore vivante, il est une métaphore vivante du personnage de l'Ankou, comme passeur aussi, qui laisse quelque chose après lui, avec lequel on peut faire de quoi, là. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis avec le conte cadre, parce qu'un élément qu'il avait beaucoup, Xavier Graal, c'est la question de la marche. De marcher, de ne pas rester immobile, de ne pas rester figé, d'être en mouvement. Puis, ça, Michel écrit beaucoup en marchant, on a beaucoup marché en Bretagne, mais c'est devenu comme dans les contes, il y a beaucoup cet espace de quête d'une marche, les héros marchent ou les héroïnes marchent, puis atteignent certains objectifs. Tu sais. Puis là, pour moi, c'est ça, l'ensemble dessine de plus en plus une quête initiatique dans laquelle on se rencontre nous-mêmes, puis on fait apparaître ou disparaître nos pays rêvés, imaginaires. Là. Wow! En tout cas, je vous vois vraiment très animé par ce projet-là. En tout cas, moi, j'ai déjà hâte de voir le résultat. Avez-vous avez-vous d'autres dates de rencontres pour créer ensemble? Et est-ce qu'on peut voir apparaître un spectacle prochainement on est là-dessus, là. On a des... Bon, on regarde à chaque fois. On a comme... la rencontre... Notre rencontre s'est passée ici, on en a fait état tout à l'heure, et puis ensuite on se rencontrait de temps en temps, puis on revenait là-dessus avec un clin d'œil, un sourire, puis on s'est dit à un moment donné, il faut faire quelque chose. On a commencé à le faire. On se voyait à Rimouski, dans un café, première espèce de résidence, entre guillemets. Ensuite, en Bretagne, on se retrouve ici et c'est drôle parce que la métaphore de la marche, elle est là. On est dans un projet qui marche, qui avance et les destinations apparaissent au fur et à mesure qu'on fait des pas. Et puis, on ne le sait pas toujours. La prochaine fois, ça va être quoi, quand, où, mais on travaille à une autre étape. On sait qu'on va se voir, sûrement après les fêtes, on va travailler toujours encore un peu. Toujours dans l'esprit du projet qui vous met en marche et qui nous marche. met en avance. Et on a des lieux qu'on envisage pour le printemps et d'autres pour l'automne. Et puis, mais on n'a pas de confirmation nulle part, là, mais on aimerait... si ça apparaît, ça va être au Québec, dans le coin, probablement. Oui. Puis, quand on l'a fait, on a été en Bretagne, on a fait une sortie de résidence là-bas. C'était super, dans la salle communale de mon village. Là, et puis, il y avait 90 personnes. C'était complètement fou. Un spectacle de littérature et contes. Voilà. Puis, là-bas, en tout cas, il y a la salle de l'Andivisio, puis il y a Pont-Aven où a vécu. En tout cas, il y a des lieux qu'on a visités qui se sont dit, hey, mon Dieu, s'il y a de quoi, peut-être qu'on pourrait être intéressé. Fait qu'éventuellement, à plus long terme, on aimerait ça aller sur le territoire même de Xavier Graal pour partager ce spectacle. On verra bien. Mais non, pas de date précise. OK. Mais je vous le souhaite, en tout cas, de traverser, que ça traverse, que ça soit multilieu, en tout cas, ce projet-là, que ce soit autant dans l'imaginaire que sur la terre ferme de la Terre. On devait arriver dans le pays réel. Oui. Puis le côté conte et poésie nous permet de jouer sur plusieurs tableaux et sur plusieurs sortes d'événements. Alors, ça, c'est un plus aussi. Oui, c'est super. Bien, merci beaucoup pour votre temps. C'était vraiment très, très riche. Merci beaucoup pour votre extrait, très touchant aussi. Je souhaite aussi une bonne fin de résidence ensemble. Je suis très touchée par tout ce qui vous anime. Merci, à bientôt. Merci, Ananda. C'était tout pour cette entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montjoly. On remercie nos partenaires habituels, la télévision communautaire de la Métisse et la librairie Liboukou de Montjoly. À bientôt.